donc, si tu veux, je peux rebondir sur l'émotion. Parce on parlait tous les deux de l'émotion, et nous, ça a été vraiment, enfin, la simulation, c'est ça aussi, c'est vivre des situations qui vont générer des émotions, à la fois sur des réussites, mais plus souvent sur des erreurs, des choses qu'on aurait pu améliorer, et ces émotions, ça marque. Et l'avant, alors ça marque tout le monde, hein, ça marque les patients, l'équipe, l'institution. Et ces émotions, c'est aussi un puissant moyen d'apprendre et de retenir des choses. Parce que quand j'ai eu la chance de rencontrer au tout début 2016 René Amalberti. Et René Amalberti m'avait dit un truc qui m'avait marqué et qui parlait pour moi, qui était que finalement le bloc opératoire, c'est peut-être l'endroit le plus sûr. Non pas parce que les gens sont beaucoup plus compétents, mais c'est parce qu'il y a une pression de soins qui est très importante, et que après, quand les patients remontent dans les étages où il y a beaucoup d'interactions entre les différents corps de métier, là c'est plus compliqué, et c'est là que la culture de sécurité a un rôle primordial. De la contrainte naît la créativité. Je suis Stéphanie Morat, formatrice et ingénieure, et je certifie les personnes compétentes en radioprotection du secteur médical à travers une formation personnalisée appuyée par une communauté de pairs bienveillants. Avec Radioprotection, je te propose de partir à la rencontre d'acteurs de la radioprotection qui ont osé un jour, qui se sont lancés et qui ont créé. Alors, Frédéric. Donc, Frédéric, c'est ton prénom et ton nom de famille, c'est Martin. Frédéric, exactement. Martin. Voilà. Pas très original. Non, mais alors, par contre, je tiens à te féliciter, je ne sais pas si on peut dire ça, mais souligner que tu as une bonne pratique parce que sur LinkedIn, je recherchais ton profil tout à l'heure, ouais, et il y a plusieurs Frédéric Martin, effectivement, et tu as bien mis Martin en majuscule, donc en fait, c'est bien ton nom de famille, donc on te repère bien. Ok. Alors, tu es médecin. Tu es médecin anesthésiste, réanimateur, et tu officies, tu habites, tu travailles à Versailles. Et j'ai l'impression, depuis tes débuts, en fait, en tant que médecin, tu travailles vers Versailles à la PHP. Et, enfin, tu as débuté à la PHP et maintenant tu travailles à Versailles. Enfin, tu restes dans la région. Et j'ai repéré, en fait, je pense que c'était un post un post sur LinkedIn, ouais, où tu mentionnais que tu travaillais sur la culture de sécurité en santé, et notamment ce qui m'a frappé, c'est que un sujet qui te préoccupe, c'est la culture de sécurité en bloc opératoire. Ça a accroché mon œil parce que je me suis dit que de la part d'un médecin, c'est pas quelque chose que j'avais souvent vu. Et finalement, en creusant un petit peu dans ton profil, je me rends compte que c'est quelque chose qui remonte à quelques années, en fait. Depuis 2014, déjà, tu te formes à tout ce qui est enseignement, transmission. Et puis, 2016, j'ai vu que tu avais commencé à te former en tout ce qui est sécurité du patient, la qualité. Et donc, là, tu avais toujours ta casquette médecin que tu es toujours et tu officies toujours en tant que médecin. Mais depuis 2019, enfin, il n'y a pas de mais d'ailleurs. Depuis 2019, tu as lancé une autre activité. Tu as cofondé. Alors déjà, tu pourras nous dire si tu as fondé ou cofondé, si tu as des gens qui t'ont suivi, accompagné dans l'aventure. Une boîte qui s'appelle Safe Team Academy et qui est une plateforme de formation que j'ai trouvé assez originale parce que tu m'as fait l'honneur et le plaisir de pouvoir la tester, notamment sur la checklist en bloc opératoire. Et je trouvais que tu avais une approche qui est assez différente avec des films, du film, de l'apport théorique, une immersion, enfin toute une approche pédagogique qui est vachement intéressante parce que complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir par ailleurs. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc depuis 2014, tu te formes à tout ce qui est formation. Depuis 2016, tu te formes à la qualité, la sécurité des soins.
Et puis, 2019, tu fondes Safe Team Academy. Voilà. Est-ce que dans les grandes lignes, ça correspond à ce que tu veux qu'on retienne de ton parcours? Est-ce que tu voudrais rajouter des choses? J'ai 3 enfants et une femme. Euh, Oui, mais c'est, ça, je c'est ne un beau savais pas, donc parcours. très bien. Déjà, ça c'est une chouette réalisation. Non, en 2016, en fait, j'ai fondé Anesthesia Safety Network, qui était le nom de la société, qui était au début pas du tout une société, qui était une plateforme de reporting et de retour d'expérience des incidents dans le monde de la santé, qui était très axé bloc opératoire. Ensuite, j'ai été rejoint par François Jolin et on a créé donc en 2019, on a transformé Anesthesia Safety Network en Patient Safety Database pour élargir vraiment la sécurité des soins au-delà du bloc opératoire. Parce que quand j'avais rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer au tout début 2016 René Amalberti. Et René Amalberti m'avait dit un truc qui m'avait marqué et qui parlait pour moi, ce qui était que bah, finalement le bloc opératoire, c'est peut-être l'endroit le plus sûr, non pas parce que les gens sont beaucoup plus compétents, mais c'est parce qu'il y a une pression de soins qui est très importante et que après, quand les patients remontent dans les étages où il y a beaucoup d'interactions entre les différents corps de métier, bah là c'est plus compliqué et c'est là que la culture de sécurité a un rôle primordial. Et donc il y avait cette partie Patient Safety Database et puis l'autre partie, comme tu l'as bien expliqué, la Safety Academy, qui découlait finalement de la création, enfin de la création, de l'initiation à la simulation en santé et à toute la pédagogie autour de la simulation en santé, la pédagogie du débriefing, de l'analyse de ces pratiques, de ce qu'on fait, qui est une autre façon d'apprendre aussi, alors qui est plus, certains diront, dans la formation continue, mais qui peut se faire aussi dans la formation initiale, et pour comment on s'interroge sur ce qu'on fait, ce qu'on croit vrai, nos routines, qui sont souvent, certaines sont très vertueuses, issues de l'expérience, puis d'autres sont complètement approximatives et pourraient être grandement améliorées. Et l'intérêt de la simulation, c'est ça, c'est on fait trop confiance à nos routines et c'est prendre un peu de hauteur et regarder ce qu'on fait et se faire un peu challenger, coacher par des gens extérieurs. D'accord. Tu m'as parlé de René Alberti, c'est ça? Amalberti. Amalberti, d'accord. Alors, je ne la connais pas. Tu peux nous en parler un peu? Alors René Amalberti, c'est un homme. Ah, pardon. Non, non, c'est René Amalberti, c'est un peu, c'est un, je vais pas, enfin, j'allais dire gourou, mais c'est vraiment un mauvais terme. Non, c'est un expert qui est un peu le père de tout ce qui est la sécurité dans les industries à risque. Et parmi ces, donc, a énormément travaillé avec les industries pétrochimiques, le nucléaire, l'aéronautique civile et qui aussi s'est beaucoup intéressé à la santé, avec un modèle notamment comparant les différentes activités et les niveaux de risque en fonction de ces activités, allant de l'alpinisme dans l'Himalaya, le parapente, jusqu'au bloc opératoire, ou à la transfusion sanguine, ou à la radiologie, et donc qui a écrit énormément d'ouvrages et qui est mondialement connu, hein, qui est vraiment et c'est quelqu'un d'incroyable. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable avec un savoir incroyable et qui est très à l'écoute et qui, bon, nous, on a eu la chance avec Anesthesia Safety Network d'avoir un prix donné par la prévention médicale et bah, c'est lui qui le remet, ça a un impact, hein. Il y a des moments dans la vie comme ça, la naissance de tes enfants, le jour où tu es appelé pour qu'on te dise que tu as reçu un prix et que c'est René Amalberti qui t'appelle, ça fait plaisir. Il y a d'autres moments comme ça. J'ai eu des rencontres aussi incroyables avec Bruno Debien, qui est un responsable qui avait monté une boîte de formation et qui s'appelle Emergency Simulation en santé, ou Christian Morel, à qui j'avais envoyé un mail et qui m'a rappelé un jour, j'étais en maternité. Christian Morel, il a écrit Les décisions absurdes. Mhm, d'accord. Voilà, c'est des moments et je me souviens très bien l'endroit où j'étais et c'est des moments comme ça où tu as des gens qui t'ont appris énormément de choses et euh, et bah ça te marque quoi. Mm. C'est comme des profs hein, un peu hein. C'est les profs c'est pareil hein. Ouais. Alors, je retiens que
effectivement, si tu te rappelles exactement de l'endroit où tu étais quand tu as reçu ce coup de fil ou que tu es rentré en contact avec telle personne, c'est que c'est vraiment un événement marquant parce enfin, il y en a peut-être Ouais, trois, quatre dans une vie. Le 11 septembre, on se rappelle tous où on était ouais, le 11 septembre. Voilà, bon, après ça, c'est dramatique, mais enfin, ça, c'est des choses mm, qui marquent. ouais, ouais. D'accord. Ok, alors du coup, bah, écoute, tu m'as donné deux, trois noms de personnes avec des noms de bouquins. Je vais aller, je vais aller chercher ça. C'est toujours intéressant d'avoir un peu de biblio. Et du coup, René Amalberti, c'est quelqu'un qui est toujours en activité, que tu suis toujours, c'est ça? Oui, oui, maintenant, Ouais. enfin, ouais, il est en activité, mais il a une activité qui est plus internationale maintenant. Il a Mhm. écrit des livres avec Charles Vincent en Angleterre sur plein de choses, sur la résilience. Ouais. Il est, euh, il est partout. Il est partout. Et, euh, et donc, oui, après, c'est vrai que il y a des concepts qui sont mis en place. Typiquement, un livre qui est passionnant, qui s'appelle Piloter la sécurité de René Amalberti, justement, et qui est plein d'apprentissages très pertinents. Voilà, les livres, ça apporte énormément de choses, hein. Et donc voilà, piloter la sécurité. Alors, je vais peut-être changer de place parce que là, je peux Ouais, aller dans un endroit plus calme, parce que là, il y a du monde qui va arriver. C'est un enregistrement sonore qui est le côté pratique. ça Euh, marche. je vais me déplacer. Ah, j'embarque la chaise avec. Euh, Et alors, c'est du coup, là, quand tu dis tu as des problèmes de place, du crise de logement, c'est parce qu'en fait, vous accueillez beaucoup de monde, en fait, ou ouais, tu es amené à de grossir, plus en en fait. plus. Ouais, ouais. D'accord. Ok, ok. Donc, Donc on est deux. c'est Oui, plutôt un bon signe. ouais. D'où Mais la fatigue. Ouais. ok, je comprends. Ça va. Euh, Et donc, bah, si tu veux, je peux rebondir sur l'émotion. ouais. Parce on parlait tous les deux de l'émotion, et nous, ça a été vraiment, enfin, la simulation, c'est ça aussi, c'est vivre des situations qui vont générer des émotions, à la fois sur des réussites, mais malheureusement plus souvent sur des erreurs ou des choses qu'on aurait pu améliorer. Et ces émotions, ça marque. Alors ça marque tout le monde, hein, ça marque les patients, l'équipe, l'institution. Et ces émotions, c'est aussi bah, un puissant moyen d'apprendre et de retenir des choses. Donc c'est aussi l'idée des formations qu'on avait mises en place, hein, utilisant le film pour véhiculer de l'émotion, pour vivre des choses et s'en souvenir et pouvoir le faire à l'infini aussi. Ça me touche vachement ce que tu dis parce que, alors moi, je suis toute nouvelle formatrice. En fait, ça fait juste 2 mois que je suis à temps plein en tant que formatrice indépendante, mais ça fait longtemps que je m'intéresse à la formation. Et alors, ce sentiment-là, qui est plus un sentiment, mais d'ennui profond pendant les formations, on se demande vraiment ce qu'on fait là et que vivement que ça finisse et qu'on ait notre petit bout de papier à la fin qui dit qu'on a validé, tout va bien. Mais je me suis toujours dit qu'effectivement, arriver à faire rentrer une émotion dans une formation, c'était le but ultime. Alors, moi, j'adorerais arriver à faire ça avec du storytelling, tu vois, Mm. en racontant une histoire et en faisant vivre une expérience pendant la formation, une expérience de formation ou une expérience pendant la formation, je ne sais pas. Mais tu es le premier que j'entends à assumer cette émotion parce que tu me dis que ça marche ou ça marche pas. En tout cas, ça marque, enfin que ça marche. Si tu loupes l'exercice ou je sais pas, ou enfin la mise en situation, la mise en simulation, tu peux ressentir une émotion un peu négative, de frustration, mais c'est pas grave puisque tu vas débriefer, tu vas apprendre. Et tu es en fait le premier que j'entends réellement à utiliser et à et utiliser et assumer ce terme d'utiliser les émotions en formation. Ça t'est venu comment, ce besoin ou cette envie d'utiliser l'émotion? Euh, Bah, en fait, c'est en regardant, en observant mes enfants. En se souvenant aussi, bah, comme tu dis, hein, des cours qui t'ont profondément ennuyé, où tu décroches très rapidement, et au contraire, des profs qui étaient incroyables et qui arrivaient à t'emmener sur des matières qui t'intéressaient pas, à te donner envie d'aller plus loin en plus.
Donc voilà, et c'est vrai que c'est du vécu, mais on l'a tous vécu, hein. C'est comment et c'est aussi ça qui nous intéressait quand on a créé le premier parcours sur la checklist au bloc opératoire. C'est c'est enfin, je vais pas dire un mot grossier, c'est faire une formation sur la checklist, c'est d'un ennui mortel si elle est classique. Par contre, raconter des histoires et montrer à quel point on peut améliorer, travailler ensemble, progresser, ça marche beaucoup mieux et on arrive à embarquer les gens. Et nous, c'est ce qu'on a constaté avec les différents professionnels de soins. Moi, j'ai été surpris de l'envie de certains de suivre une formation d'une heure sans aucun petit papier en plus à la fin, hein. Sur la checklist qui pour certains praticiens, certaines infirmières, hein, c'est profondément ennuyeux. Sauf que là, non. Et alors en plus, quand tu rajoutes à ça une discussion collégiale entre différents corps de métier, où finalement on n'est pas là pour se râler dessus, on est là pour réfléchir ensemble comment on va mieux travailler demain. Ça redonne du sens aussi au travail, quoi. Donc très clairement, ouais, c'est de ça dont, enfin moi, je suis convaincu que c'est ça dont on a besoin. C'est ton moteur. Ok. La plateforme dont tu m'as donné le nom et que j'ai oublié avant la C'est, création de c'est ouais. avant la création de SafeTeam, tu as lancé C'était la plateforme. Anesthesia Safety Ah, Network, qui était devenu Anesthesia Safety après, Network. c'est le nom de la société, mais c'était trop marqué anesthésie, hein, évidemment. D'accord. Et le but, justement, c'est de bien montrer que la sécurité des soins, la culture de sécurité, ça touche tout le monde et qu'on est tous un maillon de cette chaîne de soins. Le patient, l'aide-soignant, les personnes aux admissions, le manipulateur en électroradiologie, le radiologue, enfin tout le monde, la famille, le pharmacien, enfin vraiment, c'est un travail d'équipe, quoi. C'est un sport d'équipe, hein. Alors, c'est pas moi qui le dis, D'accord. c'est la Haute Autorité de Santé, mais je pense pour le coup, ils ont vraiment raison. Pour le coup, ils ont raison. Donc, Anesthesia Safety Network, donc c'est toujours le nom de ta société, c'est ça? Elle existe toujours? Oui, elle existe toujours. Ouais, ouais, D'accord. elle s'est développée et elle porte donc à la fois la Patient Safety Database et la Safety Academy. D'accord. Tu l'as créée en 2016, c'est ça? Ouais, au début j'étais tout seul et puis après il y a mon associé François Jolin qui m'a rejoint et puis maintenant on a fait une levée de fonds pour aussi accélérer et on prépare la prochaine pour 2024. Bravo, félicitations. C'est pas ça c'est pas Bah c'est si, si, si. le jour où on aura tous progressé en culture de sécurité, là on pourra se dire bravo, mais c'est encore une fois c'est un truc d'équipe, hein. Il n'y a pas un individu tout seul. Ouais. C'est euh, c'est vraiment un collectif. Qu'est-ce qui t'a motivé en 2016 à créer quelque chose? Parce que tu vois, tu aurais pu te dire, bah, je vais faire de la formation, je vais sensibiliser au sein de mon équipe. Enfin, tu vois, laisse peut-être des petits pas, mais en fait, là, tu avais clairement une vision Mm. ou envie de faire autre chose et de marquer nettement plus. Ouais, Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer quelque chose? bah, déjà d'être anesthésiste, je vais peut-être, si jamais des collègues anesthésistes entendent ce podcast, ils vont peut-être hurler, mais être anesthésiste, bizarrement, mais comme beaucoup d'autres métiers à l'hôpital, hein, on est un peu dans l'ombre. Euh, En gros, si on fait mal notre job, bah ça se voit. Si on le fait bien, personne s'en rend compte. Et donc du coup, il y avait aussi un besoin de retrouver un épuisement professionnel, ça c'est clair. Moi, ça faisait 6 ans que j'étais en libéral que du coup, je comprenais plus trop ce que je faisais. Enfin, j'avais perdu le sens un peu de ce que je faisais. Et bon, on arrive à la quarantaine, hein, donc on fait le bilan aussi des raisons qui vous ont poussé à faire médecine. Et je m'y retrouvais plus. Et puis aussi, je voyais bien autour de moi que mes collègues aussi, quoi. J'étais pas tout seul. Et donc, après, il y a deux solutions, hein. Soit tu démissionnes et tu t'en vas, bon, faire quoi, je sais pas.
soit bah, tu essayes de changer le système parce que c'est un peu facile de râler tout le temps et de rien proposer en retour. Mm. Donc c'était un peu l'esprit. Puis j'avais envie de créer quelque chose. Et donc bah, je trouvais que c'était finalement. Puis après c'est beaucoup de rencontres aussi, hein, comme je te disais, hein. René Amalberti, Bruno Devien, Christian Morel, et puis Claude Vallot, enfin des tas de gens. Si j'en voilà des collègues dans mon travail. Enfin voilà, c'est vraiment plein de rencontres. Ok. Bon, ta boîte qui existe toujours, ta première intention, c'était la formation, la sensibilisation. C'était quoi ton intention derrière ta première, enfin, ta boîte, je dis ta première boîte, mais en fait, qui Ouais. existe toujours, Enfin, son premier ouais. nom, on va dire. Alors, c'est plus la mienne exclusivement, hein. Mhm. Initialement, c'était pas vraiment une boîte, c'était de faire du partage de retour d'expérience en santé ouvert pour tout le monde, pour que ce savoir que j'avais assisté à un colloque à Angers qui s'appelle l'ICMASIM, qui est organisé par Jean-Claude Grandry sur la simulation en général, au-delà de la médecine. Et il y avait un intervenant qui travaillait dans le nucléaire, parce qu'à Angers, c'est pas très loin de la centrale nucléaire de Chinon, qui est une autre de mes passions, le nucléaire. Il avait expliqué que bah, avec la, enfin, comment dire, le, le renoncement finalement à l'énergie nucléaire, et je ne vais pas rentrer dans le débat, il y avait bah, moins de gens qui s'étaient formés et des gens qui étaient partis à la retraite, qui étaient partis avec un savoir conséquent, une expérience conséquente aussi, et cette expérience, elle était perdue. Un de mes collègues Thomas Lopez, m'avait donné une revue qui s'appelle Survol, qui est fait par Air France. Et j'avais vu le truc et je m'étais dit, mais c'est génial. Et pourquoi ça, on le fait pas de façon non punitive? Parce que ce qui remontait et ce que tous les soignants lisent, c'est les rapports des assurances professionnelles qui font les, les, les punitions. Mais c'est toujours ça. C'est on punit, on montre ce qui va pas, on montre la sanction, mais personne va au boulot pour être sanctionné, pour faire mal son travail. Donc finalement, j'avais l'impression on perdait de l'information, le retour d'expérience en santé, qui était un truc qui me passionnait, bah, c'était difficile à mettre en place. Et donc j'avais eu envie de donner, de créer un peu une plateforme ouverte en français et en anglais qui permettra à chacun de rapporter, mais sous l'angle j'analyse ce qui m'est arrivé, mais pas je dénonce. Et c'était anonyme, évidemment, hein, et il était hors de question de mettre des noms de patients, quoi que ce soit. Et ça a bien marché. Enfin, ça a bien marché parce qu'on en a, là, on est à la 21e. Au bout de la 11e ou 12e, ça s'est transformé en Patient Safety Database. On a commencé à avoir des cas d'Angleterre et autres, mais l'impression, c'était que ça tournait toujours en boucle. Il y avait un plafond de verre qu'on n'arrivait pas à briser et finalement, on restait dans entre gens convaincus. Et pour développer cette culture de sécurité, bah, quand tu restes entre gens convaincus, on va pas bien loin. Donc du coup, il y avait un élément de nous qui nous manquait à nous tous, hein, soignants et non soignants d'ailleurs. Alors peut-être que les paramédicaux c'est plus développé et probablement que les médecins, qui était bah, tout ce qui est compétences non techniques, cette culture de sécurité qui est pas trop à enseigner. On parle de gestion des risques, on parle pas de sécurité patient. Rien que ça, pour moi, ça me titille un peu. Et les anglo-saxons, pour ça, ils sont critiquables hein, sur plein de trucs, mais ils parlent de sécurité patient et pas de gestion des risques. Euh, et moi, je trouve que c'est quand même plus engageant de parler de choses positives enfin bon, ça c'est un éternel constat, mais on va changer. Et donc voilà, mais je m'égare. Je sais plus où j'en étais du coup. On en était à. Tu disais qu'en fait, oui, rester entre gens convaincus. Ouais, Alors d'ailleurs, tu me parlais, alors peut-être d'édition, 11e édition, c'est ça? Enfin, parce que tu là m'as dit entre 11 on et est 21.
En- Ça fonctionne par batch, par année, comment ça se présente? C'est Ah, trimestriel. d'accord. Tous les 3 mois. Alors, il y a eu une période un peu de creux pendant le Covid, notamment. Et puis pendant le développement de Safety Team Academy, parce que c'est une plateforme qui a rien de lucratif, hein. Il n'y a aucune publicité. Enfin, on n'a pas vocation à commercialiser aucune histoire ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment du partage, c'est une envie de partager et de tester, et pas en faisant contre ce qui existe, mais en montrant l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas en compétition à essayer de se partager des miettes de déclaration avec les ARS ou la Haute Autorité de Santé, pas du tout. L'idée, c'est vraiment d'aller tous dans le même sens. Et c'est pour ça que c'est ouvert, que les cas ne nous appartiennent pas, que voilà, nous on fait juste le filtre pour s'assurer que bah voilà, il n'y a pas des choses où il y a de la violation de secret médical ou des choses anticonfraternelles qui pourraient être visibles. Ça c'est notre rôle dessus. Et c'est un outil qu'on continue de développer Et donc, avec. tous les 3 mois, vous remettez à jour la base de données Alors tous les 3 mois, on publie une revue. Ah, ok. On publie une revue qui est accessible gratuitement. Alors, on est en train de retravailler là-dessus, hein, donc qui s'appelle Patient Safety. Enfin, la plateforme s'appelle Patient Safety Database et la revue s'appelle Patient Safety Report. Alors, pourquoi en anglais? C'est pas pour se faire mousser, mais c'est juste que parce qu'on veut pas rester dans l'entre-soi et que le savoir il est partout et que on veut qu'il soit accessible et que d'autres endroits, d'autres pays ont peut-être des savoirs, des expertises à partager et que bah, ce soit partagé après. On échange ensuite parce que les histoires, les erreurs qui sont commises ou les bonnes idées qui sont mises en avant dans d'autres pays, elles sont probablement très pertinentes en France aussi, hein. Et du coup, le contenu est en anglais aussi? Il est en français et en anglais, c'est Français, publié anglais. tous les 3 mois et on sélectionne les cas qui nous paraissent les plus pédagogiquement intéressants. Voilà. D'accord. Comment on fait pour avoir accès au Bah, dernier numéro? Enfin, Ah c'est bah sur alors là LinkedIn, le on te site trouve. non sur le site on tape Patient Ouais. Safety Database Mhm. patient safety SAFETY et database comme database et sur internet et de là vous avez accès alors on est en train de refaire le site, hein, donc, Oui, c'est ce que tu parce qu'on est disais. en train de refaire l'agent conversationnel qui aide au débriefing parce qu'on crée en même temps un outil qui va permettre d'être un peu. L'idée, ce serait de créer un coach virtuel qui, en même temps que tu déclares, va te permettre de t'interroger et de faire une analyse des causes racines, si c'est sur la version un peu recherche des facteurs contributifs un peu grille alarme, mais aussi qui aille au-delà, qui challenge le déclarant en essayant de lui faire trouver des pistes d'amélioration sur ce qu'il ferait demain mieux pour lui, pour son équipe, pour son institution. Et que ça, ce soit une réflexion qui soit pas dans la recherche de causes, mais plutôt dans la recherche des facteurs qui ont fonctionné. Ce qui fait qu'on peut tout à fait déclarer, et il faudrait, et ça c'est un enseignement que j'ai eu d'une autre personne qui a compté, qui est Jean Pariès, qui travaille à l'ICSI, on peut énormément apprendre de notre activité qui fonctionne bien, parce que finalement cette activité qui fonctionne bien, c'est 95% de notre travail. Euh, et il y a des choses qui marchent. Et ces choses qui marchent pour Paul, probablement que si Jacques les connaissait, il pourrait améliorer ses pratiques aussi. Donc, bon, ça, Ce que tu veux c'est, dire, c'est qu'on pourrait aussi déclarer ce qui marche bien. C'est ça, en fait, d'avoir on, une de- base on- on de... devrait, Ouais, on devrait. on Ok. devrait. Mais c'est, faut prendre le temps. Voilà, on devrait déclarer ce qui marche bien, parce que Ouais. ça se saurait du coup. Et surtout pour le partager avec d'autres qui pourraient s'inspirer, effectivement. Ok. Exactement. Donc ça, tu crées 2016. Est-ce que ce que j'ai entendu, c'est que finalement, tu avais envie d'aller un peu plus loin parce que tu m'as parlé peut-être de plafond de verre. En fait, vous étiez, enfin, tu avais le sentiment d'être entre pairs qui étaient persuadés du bien fondé de cette de cette base, en fait. Mhm. Mais tu voulais aller plus loin et aller chercher, toi et tes collaborateurs, tes Mhm. associés, peut-être des gens qui n'étaient pas intéressés par ça ou qui n'étaient pas persuadés, qui pensaient que ça ne fonctionnait pas ou que ça servait à rien ou qui ne s'y Non. intéressaient tout simplement pas.
En fait, on voulait développer cette culture de sécurité à travers de la revue en restant dans l'entre-soi. Bah, on avait une grosse limite, hein. En France, je sais pas combien il y a de millions de soignants, et dans le monde, je risque de dire une bêtise. J'avais lu un truc de l'OMS, c'était de l'ordre de 60, 90 millions. Alors c'est à vérifier, hein, Ouais, mais soignants dans le monde. Mais même si notre plateforme fonctionne et qu'on discute dans un petit groupe de 1000, bah, faut réussir à atteindre tous les autres. Bah, il y a une urgence quand même qui est bien réelle, hein. C'est la fiabilité de notre activité de soins qui est de plus en plus complexe, avec des rapports à droite ou à gauche d'événements indésirables graves, on les appelle comme ça, ou accidents dans le système de santé, qui seraient dans les 10 premières causes de décès dans le monde. Euh, si on peut pas, on peut, Je pense qu'il y a énormément de ressources qui sont mises, enfin c'est ce qui paraît, sur le paludisme, la tuberculose, la recherche de maladies qui sont moins mortelles finalement que notre manque de fiabilité. Donc là, il y a un truc à faire. Et pour faire ça, bah, faut former en masse. Et il n'y a que Internet, l'e-learning, la vidéo simulation. Enfin, ça c'est, je, je prêche pour ma paroisse, mais il y a que ça qui peut former en masse. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure des façons. Enfin, moi, je pense que c'est une bonne introduction et un bon renforcement de connaissances, mais par contre, c'est clairement un outil à utiliser en complément ou en initiation. Mais en tout cas, pour développer cette culture de sécurité, et ça marche. Enfin, avec la Safety Academy, on travaille avec le Vietnam, on forme des soignants dans 7 hôpitaux privés là-bas. On a formé des gens là pour le coup de façon non commerciale avec Kinshasa. Et on s'amuse de découvrir que finalement les gens sont à la fois très réceptifs et accaparent rapidement des outils. Les discussions qu'on avait avec un chirurgien dans une clinique à Kinshasa, où il nous disait que suite à la formation sur la checklist, maintenant ils déposaient tous leur téléphone à l'entrée du bloc. Ce qui est rigolo, c'est parce que, et je suis sûr que la même en France, bah, ce ne sera pas le même impact parce que voilà, c'est un peu un savoir qui vient d'ailleurs, qui est proposé et de façon différente. Donc, et les gens adhèrent. Et c'est des choses toutes bêtes, hein. C'est pas ultra innovant. C'est pas la nouvelle immunothérapie ou le nouvel examen de radiologie. C'est juste se prémunir des interruptions de tâches typiques. ouais, ok. Donc 2019, tu crées cette... Je, c'est co- une fille... Avec mon associé, hein. Ouais, Je suis pas tout François seul. Jolin, c'est ça? Oui, Ouais. c'est ça. Ok. Ouais. Ok. Et donc là, c'est vraiment la partie formation. Et quand tu formes au Vietnam, ce sont des francophones? Non, Tu as une version anglaise? ouais, D'accord. tous nos modules. Alors, c'est l'avantage du bloc opératoire et de la période Covid, c'est que tous nos modules ils sont doublés en anglais avec des masques, c'est beaucoup plus simple. Mais ça, on a trouvé que cet avantage-là. Et on est allé sur place. Ça, c'est un projet qu'on fait avec Clément Buléon, qui est un médecin anesthésiste aussi. C'est un projet un peu, euh, enfin, c'est un projet ambitieux qui a été initié par un autre anesthésiste qui s'appelle Philippe Macaire, euh, et Mais il y a un beau réseau, c'est bien. qui est quelqu'un d'incroyable aussi et d'ultra brillant. Philippe, il voulait avec sa directrice du groupe de cliniques privées, hein, c'est 7 cliniques privées au Vietnam, il voulait devenir les hôpitaux les plus sûrs d'Asie. Donc c'est un vrai challenge et donc on a créé un programme associant de l'e-learning, de la simulation présentielle et de la formation culture sécurité. Donc c'est en anglais. Et on fait ça avec eux. On associe les deux. Et bon, après, on est au début, ça fait 1 an maintenant. Mais bah, les retours qu'on a sont plutôt très positifs. Donc on compte bien continuer à déployer l'outil au-delà du Vietnam, évidemment. D'accord. Quand je t'ai présenté tout à l'heure, je disais que tu avais toujours une activité de médecin anesthésiste. Tu arrives à gérer les deux? Tu es toujours d'ailleurs en activité Ouais, c'est un petit peu? compliqué. Ouais, C'est d'accord. compliqué. C'est compliqué.
je pense pas pouvoir durer Mm. éternellement. D'une part parce que on peut pas être soignant à mi-temps, et puis même vis-à-vis des patients, j'ai plus la même implication que quand j'avais, enfin c'est pas au sens négatif, mais on peut pas tout gérer, on peut pas être, soit on fait du soin, soit on développe une entreprise, on peut pas faire les deux. Donc pour l'instant je suis à 50% en activité libérale. Ça me permet aussi d'avoir un regard et d'observer. Mm. Mais bon, c'est voilà, c'est pas éternel, hein. D'ici 2-3 ans, je pense que Ouais, tu basculeras. ouais, il faudra basculer d'un côté ou de l'autre. Mais donc voilà, parce que et puis et à ce moment-là, je ne serai plus soignant. J'aurais été soignant et j'aurais été ravi de l'être, mais on peut pas dire qu'on est soignant si on pratique pas. C'est pas possible. D'accord. Et du coup, quand toi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, ça a été quoi le plus difficile pour toi? Ouais. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a eu des choses difficiles? Et s'il y en a... Euh, Difficile. Ouais, enfin déjà difficile, c'est j'ai la chance d'avoir un réseau, d'avoir des gens compétents, on a été incubé à Paris Biotech Santé à Paris. D'accord, ouais. Donc ça, c'était aussi un premier truc, des gens qui te font confiance dans un environnement qui était très technologie, immunologie, enfin microscopique. Nous, on arrivait avec une vision très macro du soin, donc c'était voilà, c'était une vraie chance. C'est pas mal de il y a beaucoup de chance probablement. Beaucoup de chance, beaucoup de rencontres, des gens qui croient dans le projet. Les investisseurs qui ont investi chez nous, on appelle ça des business angels. C'est que des gens qui ont envie enfin, qui adhèrent au projet, qui nous conseillent. Donc voilà. Euh, enfin voilà, il y a pas de super génie tout seul. C'est vraiment, enfin c'est comme dans le reste, hein, c'est comme partout. C'est l'association, c'est constituer une équipe. Constituer une équipe, c'est probablement ça qui est le plus dur. Rester juste, résister à la pression, enfin à la pression du travail parce que ça ne finit jamais. Mais bon, c'est pareil partout, hein, il n'y a pas de, enfin voilà, non, je vois pas ça de façon négative. Ma femme et les enfants peut-être un petit peu parce qu'ils trouvent que j'y passe trop de temps, mais non, 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 c'est une autre partie de ma vie professionnelle, quoi. D'accord. Parce que je me dis que c'est un vrai changement de mindset. Tu es médecin, tu orientes vers une carrière professionnelle au sein d'un hôpital en libéral. Mm. Enfin, devenir chef d'entreprise et créer quelque chose, et en plus, toi, créer une boîte où tu veux avoir un impact fort et pas limité à la France. Donc, tu t'ouvres à l'étranger. Enfin, c'est un vrai changement de perspective. T'as dû quand même avoir des changements de mindset, mais je pense que le fait de te faire déjà incuber et accompagner, euh, ouais, ça doit forcément aider et on t'accompagne à te poser les bonnes questions Ouais, et à te... exactement. À D'accord. corriger les petites erreurs et tout. Les comptables, hein, on découvre des tas de corps de métier qu'on n'imaginait pas. Et même dans la prospection, quand on discute avec des directeurs de ressources humaines qui sont des gens à l'hôpital avec lesquels j'ai jamais échangé quand j'étais à l'hôpital et je me mets à échanger avec eux, on change de regard. On change de regard sur des gens euh, pour lesquels on n'a aucune idée des raisons qui les ont poussés à faire ce travail. Et on découvre des gens qui sont assez incroyables aussi, qui sont passionnés, qui ont une quête de sens aussi dans leur métier. Enfin voilà, c'est changer de regard et casser les images, ouais, euh, enfin, les idées reçues, tout ça. C'est vraiment ça c'est ça qui est intéressant. D'accord. Ok. Peut-être que finalement, c'est une de tes plus belles réussites aussi, justement, de casser ces images. Parce qu'on peut se dire que dans la sécurité du patient, même le directeur financier, le directeur des ressources humaines, en choix, mais ne serait-ce que de faire un choix de je vais acheter une formation, enfin, je vais Mhm. former mes équipes et je me donne le moyen. Et il fait partie lui aussi de la chaîne de la sécurité du patient, ce qui n'est pas évident a priori quand on regarde Ouais, ouais, les patients. c'est ça, et c'est vraiment tout le monde, l'ingénieur biomédical, l'aide-soignant, le nombre de fois où j'ai
en simulation notamment, ou même en vrai, une ou deux fois, il y a des aides-soignants qui m'ont dit après une situation de crise, j'ai l'impression d'avoir servi à rien. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Et en fait, en débriefant, et bon, toute la pédagogie de la simulation, en débriefant avec les gens, on leur fait prendre conscience que non, en fait, ils ont fait des tas de choses qui étaient essentielles. Mais parfois, c'est celui qui fait qui est, enfin, celui qui pose une voix, qui fait le massage cardiaque, qui est mis en valeur, mais celui qui discute avec la famille, le mari, si jamais il y a une césarienne en urgence pour le rassurer, tous ces gens-là, ils ont un rôle essentiel. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est, enfin, moi, je l'ai vécu comme une prise de conscience, vraiment, et une chance finalement de prendre conscience de tout ça, ouais. Est-ce que ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais actuellement, c'est toutes ces rencontres et ces témoignages de toutes les personnes qui, à un moment donné de la prise en charge du patient, interviennent? Quand tu me dis, ça me touche qu'une Mm. aide-soignante me dise, j'ai servi à rien, mais peut-être que quand on débriefe, bah si, elle a apporté quelque chose. Et est-ce que c'est ça, ce qui t'anime aujourd'hui, ce que tu retiens le plus? Alors, ce que j'aime bien à titre perso, c'est quand on fait des débriefs en visio. La dernière fois, on faisait un débrief d'une formation en maternité. Donc, au début, on suit vraiment le modèle mis en avant par la HAS et puis la simulation générale, où tu libères les émotions des apprenants qui ont suivi la formation. Et tu leur dis alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la situation pour qu'ils disent tout ce qu'ils ont un peu sur le cœur. Et la personne me dit, j'en ai fait un post sur LinkedIn d'ailleurs, parce que ça m'avait amusé. Au début, ça m'avait un peu interpellé, presque gêné. Elle me dit, eh ben, c'est rigolo, mais elle dit, le truc, c'est que votre situation, elle n'est pas réaliste parce que c'est trop calme. Mm. Je l'ai vu, ce post, Ouais. oui. Ouais. Et je lui dis, mais au début, ça m'a perturbé. Je me suis dit, bah mince, parce qu'à chaque fois, on se remet en question. On se dit, bah mince, on a raté un truc et tout. Et en fait, en discutant et en débriefant, euh, les apprenants eux-mêmes en sont venus au fait que bah, finalement, non, c'est notre routine qui est pas normale. Et c'est parce qu'on n'est pas organisé, parce qu'on fait pas ce qu'il faut, mais il n'y a aucune raison de hurler. Enfin, je connais aucun. euh, je- quand je fais la cuisine, si je veux aller vite, c'est pas parce que je me mets à hurler partout que je vais être plus performant. Je suis très mauvais cuisinier, mais ouais, on fait pas les choses mieux en hurlant ou en étant précipité, en donnant des ordres en général, non. Et vraiment le film qui, pour le coup, on parlait des rencontres aussi, et j'allais oublier quelqu'un d'incroyable qui est Guillaume Tircio, qui fait le débrief du premier parcours, qui est pilote de ligne, et Guillaume et autres, quand on voit quand ils sont enfin, quand on voit sur le film Sully typiquement, euh, où l'avion se pose sur l'Hudson River, et alors on se dit bah oui c'est le film, mais quand on va sur YouTube et on écoute les enregistrements audio de la boîte noire, il y a un avion qui était quand même en train de se crasher, ils se parlent de façon correcte, et alors et c'en est glaçant presque. Mais en attendant, ils sont très pros. Alors, ils ont peut-être eu une chance incroyable, mais bah, ils ont pu, grâce à leur organisation, bénéficier de cette chance. Et nous, on en est loin. Mais on en est loin pas parce qu'on est mauvais, on en est loin parce qu'on n'a pas appris. On n'a pas Et on appris. est en train de changer. On est en train de changer, hein. Les choses changent. Il y a plein de choses qui sont faites en formation initiale comme continue, mais ça va prendre du temps. Dans ce poste, ce qui m'a marqué, c'est que tu dis à un moment donné, l'équipe a 15 minutes pour faire les choses. Si on est 15 minutes à hurler, ben en fait, effectivement, on a 15 minutes et on hurle et ça avance pas. Mais si on est calme, posé, si on sait ce qu'on a à faire, on a, alors je sais pas si l'équipe est composée de C'était 6 personnes. 90, ouais, Ouais, 90 voilà, minutes. c'est ça. On Mm. a 6 fois 15 minutes. Et en fait, quand tu penses à ça, c'est juste énorme, en fait, Bah oui, effectivement. oui. En fait, c'est en faisant en Mm. discutant. Et c'est, tout à l'heure, tu disais qu'est-ce qui est le plus intéressant. Ben c'est ça, c'est ces discussions avec, parce que c'est pas une idée qui vient comme ça. C'est une idée qui vient grâce à la discussion avec d'autres. Et du coup, tu te mets à analyser ce que tu fais, chose qu'on fait finalement très rarement. Parce qu'on est dans notre routine, qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il faut faire vite.
que les patients attendent, qui veulent être soignés, et tout le monde a raison. Mais des fois, la formation, c'est ça aussi, c'est se poser pour regarder ce qu'on fait et reprendre après différemment. Ok. Tu as plusieurs fois prononcé le terme de débrief. Le débriefing, je suis d'accord avec toi, c'est hyper important. Par contre, c'est une vraie technique de débriefer, de savoir débriefer avec son équipe ou avec les collaborateurs. Enfin, voilà. Tu as des ressources qu'on pourrait Ouais, consulter? Oui, beaucoup. Les premières, c'est celle de la Haute Autorité de Santé, hein. oui. Briefing, débriefing, ils ont plein de fiches mémo. Le site de la HAS, il regorge d'informations dessus, hein, et qui sont très bien faites avec des petites interviews. Enfin, il y a vraiment plein de choses et faut y aller. Mais pareil, faut prendre le temps d'y aller aussi. C'est ça qui est compliqué. D'accord. Et c'est un peu tu vois, ce constat qu'on a fait avec la Patient Safety Database, c'est qu'il y avait de la ressource, il y a de l'info, elle est là, elle est partout l'information. Voilà, c'est surtout avec Internet, mais on en a trop. Et du coup, quand tu as trop de choses à faire, tu fais rien. Et du coup, l'idée, c'était aussi ça, c'est au travers des formations, des vidéos simulations, euh, on travaille sur deux, trois objectifs. À la fin, on pousse des contenus qui sont ceux de la HS, hein, parce qu'on va rien inventer, hein. Tout a été fait, très bien fait. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'être un passeur de plats et d'infos, et de faire avec et pas contre, parce que ça sert à rien. On va pas réinventer l'eau chaude, hein. Ok. Tu traites des sujets de radioprotection dans tes formations? Pas encore. Pas J'aimerais encore. bien. Ok. Appel à candidature si certains ont des projets. Volontiers, non, il y a des tas de sujets. Alors, c'est les formations réglementaires. On en avait parlé. euh, c'est vrai que, en tant que soignant, moi, je fais la formation de base. Et c'est vrai que je m'ennuie. Mais il y a des tas de formations où on s'ennuie. Et au final, je sors de là en n'étant pas beaucoup mieux formé qu'à la fin, qu'au début, je veux dire. Mais par contre, j'ai mon papier. Bon, mais est-ce que c'est ça l'objectif de la formation? Je pense pas. Ouais. Non, voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu embêtant. Alors maintenant, en plus, j'arrive en boudin, donc ça Tu aussi, arrives hein. en boudin. Ah, là, on est dans l'émotion, là. Attention. Oui, non, mais c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est que euh, tu as une expérience passée qui est pas très bonne sur cette formation. Donc, tu arrives sur un truc réglementaire, tu te dis, je vais encore m'ennuyer pendant 1 heure et demie. Il faut une énergie énorme pour les formateurs. Enfin, moi, c'est de l'e-learning, hein, ce que je suis, pour réussir à t'embarquer. Et pour l'instant, je suis pas convaincu par ce que j'ai vu. Maintenant, ça doit probablement pas être facile. Hmm, ok. Donc, un projet peut-être dans les mois à venir. Est-ce que tu as d'autres projets? Tu as d'autres. C'est quoi l'étape prochaine? Tu m'as parlé de levée de fonds. C'est pour te développer plus à l'international? C'est quoi l'objectif de tes prochaines levées de fonds, de tes prochains développements? Ouais, c'est ça, c'est étendre nos formations, poursuivre les créations, poursuivre les contenus, aller au-delà. Et on commence, là, on a des formations maintenant sur l'identito-vigilance, donc on commence à s'adresser aux non-soignants, parce que comme on disait au début, hein, la sécurité des patients, ça se limite pas aux médecins hommes de 60 ans. Voilà, ça touche tout le monde et tout le monde est compétent. Et donc, les personnes aux admissions, le patient, jusqu'à la sortie, ça concerne tout le monde. Donc, l'identito-vigilance, s'il y a une erreur d'identité à l'admission ou à l'accueil, au secrétariat, ça va être poursuivi, ça va générer un désordre et ce sera un peu le terreau des erreurs potentielles. Donc ça, c'est les formations qu'on a sur la gestion de l'agressivité, qui est plus souvent de l'anxiété que de la violence à proprement parler, hein. Je ne parle pas des gens qui arrivent alcoolisés ou sous l'emprise de stupéfiants. Et puis il y a des tas de choses pour le management, la gestion de situations de crise au sens cyberattaque et autres. Les sujets, ils sont nombreux. L'idée, c'est aussi de répondre aux besoins du système de santé, hein, tout bêtement, hein. Donc,
si on répond avec des outils adaptés pour améliorer les pratiques, ce sera super. L'éducation thérapeutique des patients aussi, il y a des tas de choses à faire. Enfin, les sujets, il y en a plein, plein, plein. C'est sans fin, en fait, dès que tu es dans un centre ou que tu parles avec quelqu'un, tu dois repartir avec une idée de sujet de formation où tu dois avoir. Non, c'est pas presque frustrant de te dire que tu as tout ça à faire et. Non, 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 parce que déjà, faut montrer qu'il y a un intérêt et qu'on change. Parce que l'idée aussi des formations, c'est pas juste passer un bon moment, hein, c'est vraiment Mm. d'arriver à changer les pratiques des gens, parce que si on et améliorer du coup le pronostic des patients, c'est quand même, on parle de, enfin, c'est un truc qui est très utilisé en simulation, c'est l'échelle de Kirkpatrick, c'est l'impact d'une formation et donc de la satisfaction jusqu'au Graal qu'on vise tous, qui est l'amélioration du pronostic du patient. D'accord. Donc, Ça, vous arrivez à le mesurer le temps pour non, l'instant? pour l'instant, non. On est sur des niveaux 3, on va dire, mais parce qu'on est Sur en combien? phase de Trois. croissance, sur 4 niveaux. Mesurer D'accord. mesurer le pronostic patient, ce sera des gros effectifs de patients et tout. C'est des projets de recherche clinique qui peuvent être montés. Alors c'est vrai, quand on est une jeune entreprise, c'est des choses qu'on peut faire avec des CHU, qu'on commence à débuter, notamment avec certains. D'accord. Ok. On arrive au bout du temps que tu as. Mm. Est-ce que. Alors, j'ai peut-être deux questions, deux dernières questions rapides. Alors, la dernière, finalement, on y a un petit peu répondu. Je voudrais juste, avant de te poser. Bref, je vais faire court. Euh, euh, pour toi, ça a quand même été beaucoup de changements ces dernières années. Ça a été un vrai changement de vie. Tu m'as parlé de ta famille, tu m'as parlé de tes enfants. Euh, on a parlé des émotions, peut-être de fatigue aussi, l'équipe qui grossit vite. C'est ce qui est bien, c'est qu'il y a une marque de succès, mais il faut arriver à suivre. Quel est finalement le conseil que tu te donnerais, toi, au Frédéric de 2016, qui se lance dans cette aventure un peu naïf et plein d'entrain Euh, Ce sera pas facile, mais si c'est ce que je me dis souvent, hein, si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Donc voilà. Mais les gars, faut se satisfaire. Peut-être ce que je me dirais, et ça, bon, c'est une critique personnelle, c'est se satisfaire des petites victoires. Mm, Et parce que on célèbre pas assez les petites victoires. mm. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est un, c'est un travail personnel qui est plus que que je réserve à des consultations avec quelqu'un, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Bon, bah, en tout cas, ta famille est là. En tout cas, j'ai bien entendu que tes enfants aussi savent te ramener sur la réalité. Bon, ils Ouais. t'encouragent quand même, ils te soutiennent. Mm. Ouais, ouais, bah en fait c'est comme tout le monde, hein. Non, faut garder du temps pour euh, pour autre Pour eux. chose que le travail, ouais. Ouais. Bon, bah, ça, c'est un conseil que je prends pour moi. Alors, j'ai aussi Ouais. 3 enfants, mais c'est vrai que quand on se lance dans des aventures comme ça, et la mienne, elle est toute petite par rapport à la tienne, effectivement, il faut quand même arriver à garder du temps pour le On reste. commence tous petits, hein, Mm. mais c'est pas grave, au contraire. Ouais. La dernière question, mais finalement, tu as répondu tout au long de l'interview, de l'entretien, c'est comment tu continues à apprendre. Et j'ai l'impression que la lecture a une grande place pour toi, même aujourd'hui, dans ta volonté d'apprendre et de continuer à progresser. Tu m'as cité plein de livres. Ouais, Est-ce qu'il puis y a... écouter les autres. Enfin, euh, ouais, écouter. Mm. Là, j'ai beaucoup parlé, hein. Bah, tu es là pour ça, c'est normal. Ouais, ouais, mais non, écoutez, parce qu'en fait, mais ça, c'est le débriefing toujours. Le débriefing, c'est un truc génial. C'est vraiment écouter les gens, les laisser s'exprimer, laisser des blancs, euh, parce que on a horreur des blancs, donc on veut toujours remplir. Et comme du coup, c'est moins une réflexion construite, on est plus spontané. Et dans le débriefing, les gens arrivent à parler des choses. Et finalement, c'est un peu comme chez un psy, quoi. Mais c'est pour le bénéfice de tout le monde, en fait. C'est vraiment Mm. ça. Ok. Bon. Merci. Bah, On arrive merci au à bout. toi. Est-ce que tu Merci veux beaucoup. rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer?
quelque chose que tu veux nous partager? Non, bah, moi j'étais ravi de l'échange. T'es un peu fatigué au début, mais finalement c'est quasiment une consultation. Et je ne te fais pas payer non plus, tu vois. On Je est te sur. remercie. Bah, de toute façon, j'avais pas ma carte vitale. Ah ouais, ça. Ok, non, non, bah, Merci. c'était très intéressant. Ça permet je te dis, de regarder un peu en arrière, de prendre le temps et d'analyser. Ouais. Ok. Bon. On te Ok, retrouve sur LinkedIn, on te suit, on te trouve ouais, facilement sur LinkedIn. j'y suis de moins en moins. Ok. Parce que ça aussi, c'est c'est difficile enfin, je trouve LinkedIn me fatigue un peu et les réseaux sociaux en général. Après, ça a été génial pour développer l'entreprise et c'est vraiment intéressant, mais c'est vrai que euh, j'ai un peu du mal avec ma vie, mon œuvre, D'accord. euh, que je trouve parfois un peu trop présent sur LinkedIn, mais bon, en même temps, c'est fait pour ça, hein, donc voilà. Mais c'est Bon voilà, alors. on n'est pas grand-chose individuellement, quoi. Ouais. Donc un petit peu LinkedIn et si jamais on veut avoir plus d'infos sur Safety Team Oui, Academy, faut vous on envoyer va des sur le mails. site. Vous allez sur le Ouais. site ou Patient Safety Database et tout. Et voilà. Et puis on répond toujours aux mails. Il n'y a aucun souci. Ça marche. Ok, Merci bah merci Frédéric. beaucoup. Merci. À bientôt. Salut. Super d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là et que tu as apprécié, merci de me mettre une note, par exemple 5 étoiles, sur Apple Podcast. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et pour finir, si tu as des besoins en formation, en accompagnement radioprotection des travailleurs, je mettrai tout en œuvre pour te faire vivre une expérience extraordinaire si tu m'écris à stéphanie@formation-radioprotection.fr. Je suis Stéphanie Morat et je te dis à très vite.